Bonjour à tous nos fidèles internautes et heureuse de vous retrouver. Nous poursuivons avec cette formation gratuite proposée par le groupe Backbone Corps relative à la préparation de la certification de niveau 1 de Linux. Le sujet 103 que nous verrons aujourd'hui va aborder la notion des commandes GNU et Unix. Entendons par GNU l'acronyme disant littéralement GNU is not Unix. Le sujet 103 est organisé en 8 grandes rubriques, avec les contenus associés à chacune d'elles, ainsi que leur valeur pondérale. Pour introduire la notion de commande, nous commencerons par le shell. Le shell ici est un interpréteur de commandes, mais également un langage de programmation, qui permet à un utilisateur d'interagir avec le système. Les commandes sont regroupées en 3 grandes catégories. Les commandes internes qui sont des primitifs du shell, les commandes externes qui disposent d'un chemin d'accès vers l'exécutable et les commandes qui sont à la fois internes et externes. Passons à l'ouverture de notre terminal. Saisissons les lignes de commande suivantes. Type cd qui affiche cd est une primitive du shell. cd est une commande interne au système. D'après cette ligne, saisissons actuellement type more qui affiche more est /bin/more qui renseigne sur le chemin d'accès à la commande et nous comprenons que more est une commande externe au système. Saisissons enfin type-a echo type-a echo pour demander au shell d'afficher toutes les occurrences relatives au type de la commande echo et on obtient echo est une primitive du shell, echo est /bin/echo. Echo est une primitive du shell pour dire echo est une commande interne et echo est /bin/echo pour dire echo est une commande externe. En définitive, echo est à la fois une commande interne et externe. Dans les systèmes d'exploitation Linux, nous avons plusieurs types d'interpréteurs de commandes. Les plus répandus sont le SH, le KSH, le CSH, le TCSH et le bash. Par défaut, un shell est associé à un compte utilisateur. Sous Ubuntu, le bash est le shell par défaut des utilisateurs, mais ce dernier peut également être modifié. Nous poursuivons avec la liste des shells reconnus par le système d'exploitation contenu dans le fichier /etc/shells que nous ouvrirons par la suite. La variable d'environnement shells en majuscule contient le nom du shell par défaut du système. Ouvrons le terminal et affichons le contenu du fichier /etc/shells. Une fois notre terminal ouvert, saisissons la ligne de commande 4 /etc/shells avec S à la fin et validons. Là, nous avons la liste de tous les shells reconnus par notre système. Saisissons ensuite la ligne de commande echo $shells qui nous renseigne sur l'interpréteur de commande par défaut de notre système d'exploitation. Echo $shells en majuscule, parce qu'il s'agit là de la variable environnement, et validons. Nous voyons clairement ici que le bash est notre interpréteur de commande par défaut. Le shell se présente sous deux formes. Le prompt pour un utilisateur ordinaire connecté se terminant avec le symbole $, et le prompt de l'utilisateur root se terminant avec le symbole $. Ouvrons notre terminal. On constate que le prompt de l'utilisateur Backbone est $. Passons maintenant en route en saisissant su sous Debian ou alors sudo-i si on est sous Ubuntu. Là, nous sommes sous Debian, nous allons saisir su. Nous validons, nous entrons notre mot de passe. Nous observons ici que lorsqu'on passe du prompt utilisateur qui se termine par $, on observe aisément que le prompt utilisateur root est un dièse.
Le shell est géré par des variables d'environnement représentées par 3 types de prompts. Le PS1 pour le prompt par défaut, illustré plus haut avec les prompts utilisateurs et route. Le PS2 utilisé dans le cas d'une ligne de commande inachevée. Et le PS3 utilisé dans le cas de l'écriture des boucles select dans un script. Ouvrons notre terminal. Par défaut, le prompt que nous observons est le prompt PS1. Pour avoir un aperçu du prompt PS2, saisissons la ligne de commande echo, nouvelle double quote, bonjour, à tous. On ne ferme pas les lignes de quote volontairement, on les laisse. On ne ferme pas la chaîne de caractères, on valide. Voilà, nous pouvons observer ici le signe supérieur qui renvoie au prompt secondaire. Et ceci nous renseigne que le système est en attente d'un élément pour compléter la chaîne de caractères. Nous allons maintenant fermer la chaîne de caractères. Voilà, et nous allons valider. Et nous pouvons aisément constater que la chaîne de caractères s'affiche. Donc, une fois notre chaîne fermée, le résultat s'affiche. Nous illustrerons l'utilisation du prompt PS3 dans le sujet 105. Passons à présent au mode d'exécution du shell. Il en existe 3. Le shell de login qui est le premier shell qui s'exécute lors de l'ouverture de la session d'un utilisateur. Le shell interactif correspond à celui utilisé lors de l'exécution des commandes sur un terminal. Et enfin le shell non interactif qui intervient pendant l'exécution des scripts. Selon chacun de ces modes fait intervenir un certain type de fichier bien spécifique. Passons maintenant à l'ouverture d'un terminal. Une fois notre terminal ouvert, déconnectons-nous préalablement avec la commande exit. Une fois déconnectés, nous pouvons constater que nous sommes sur la première console texte TTY1. Nous allons donc nous reconnecter avec notre nom d'utilisateur Backbone. Ensuite, nous allons entrer notre mot de passe et nous allons valider. Cette procédure d'ouverture de session donc s'appuie sur le shell de login. Exécutons actuellement la commande ls. Mais avant d'exécuter la commande ls, nous allons effacer notre écran pour avoir une meilleure visibilité avec la commande clear. Ensuite, saisissons la commande ls et validons. Voilà, la commande ls nous liste le contenu du fichier du répertoire courant. Et l'exécution de cette commande-ci correspond au mode interactif. Nous avons préalablement écrit un script appelé bonjour que nous pouvons observer sur notre écran. Nous allons maintenant exécuter ce script-là avec la commande // c'est la nomenclature des exécutions des scripts sous les systèmes Linux. Bonjour, et nous allons valider. Voilà, notre système nous renvoie la réponse. Bonjour, cher apprenant du groupe Backbone Corps. Et l'exécution de ce script n'a pas nécessité une interaction. Et c'est à ce niveau-ci que le mode non interactif intervient. Donc voilà en quelque sorte comment s'applique chacun des modes que nous avons préalablement cités. Les variables d'environnement sont utilisées pour fixer certaines valeurs utiles au système d'exploitation. Elles se présentent sous la forme clé égale valeur. Par exemple, shell égale /bin/bash. Elles sont manipulées par les commandes export, set, inf, printf, onset et read only pour ne citer que celle-là. Ouvrons à présent notre terminal. Et créons la variable d'environnement Toto. Rappelons-nous que les variables d'environnement s'écrivent toujours en majuscule. Toto. À Toto, on affecte la valeur 5. Oui. On valide. Affichons maintenant le contenu
de la variable d'environnement Toto en entrant la commande echo $Toto. Echo $Toto nous permettra d'afficher le contenu de la variable d'environnement Toto. Echo $Toto, oui, on valide. On voit bien que la variable d'environnement a pour Toto a pour valeur 5. Voilà. Saisissons maintenant la commande onset Toto. Entrons maintenant onset Toto. Onset Toto. Oui. Et puis, on valide. Ensuite, rappelons la commande echo $Toto. Echo $Toto. On valide. Voilà. Le système a supprimé la variable, le contenu de la variable Toto. Par conséquent, le système ne nous renvoie plus rien. Entrons également les commandes inf en minuscule, autant pour moi, inf, et validons. Voilà. La commande inf ici nous affiche la liste des valeurs, des variables d'environnement contenues dans notre système d'exploitation. Nous avons par exemple là, nous pouvons voir sur notre écran pw égale /home, répertoire courant de l'utilisateur ordinaire, /home /backbone. Nous avons langue égale fr_fr.ut pour ne citer que cela. Effaçons notre écran pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Une fois notre écran effacé, entrons à présent la commande printf. Printf. Oui. Printf. Et validons. La commande printf nous renseigne de la même manière que la commande inf nous a renseigné. Donc les deux commandes là renvoient au même résultat. Inf et printf affichent le contenu, affichent les différentes variables d'environnement contenues dans notre système d'exploitation. Voilà quelques exemples relatifs aux commandes de manipulation des variables d'environnement. Et plus loin, nous pourrons voir d'autres variables d'environnement un peu plus en détail. Le tableau ci-contre nous affiche quelques variables d'environnement ainsi que leur contenu. Ouvrons notre terminal à présent. Et saisissons quelques-unes de ces commandes qui nous permettront de pouvoir connaître le contenu des différentes variables d'environnement. Saisissons la ligne de commande echo $pwd, toujours en majuscule. Rappelons-nous que toutes les variables d'environnement s'écrivent en majuscule. pwd et validons. Voilà. Le système d'exploitation nous renseigne ici sur le répertoire courant qui est /home /backbone. Donc pwd là est égal à /home /backbone. Continuons, rappelons la commande et maintenant changeons la variable d'environnement, prenons la variable user en majuscule et validons. Voilà. Le système nous renseigne ici sur le nom de l'utilisateur qui a lancé le shell. Et le nom de l'utilisateur, en l'occurrence ici, est l'utilisateur backbone. Et saisissons maintenant echo $, qui est également une variable d'environnement, qui renseigne. Validons. Voilà. Echo $, nous donne un nombre qui renseigne ici sur l'ID du processus courant, sur le numéro d'identification du processus courant. Cet exercice peut être répété pour l'ensemble des valeurs des variables d'environnement. Nous avons ici la commande set citée plus haut et utilisée dans la manipulation des variables d'environnement avec ses différentes options. Nous retiendrons que cette commande dispose d'un certain nombre d'options telles que nous pouvons le constater à l'écran, mais en ce qui nous concerne, nous allons nous attarder sur l'utilisation de l'option noGlobal. Nous retiendrons que la commande set permet d'activer une option en appliquant -O
et de désactiver une option autant pour moi en appliquant l'option plus O. Nous allons passer maintenant à l'ouverture de notre terminal. Une fois notre terminal ouvert, comme je le disais tantôt, nous allons nous attarder sur l'option No Clubber, qui est une option qui interdit la redirection en sortie sur un fichier si ce dernier existe déjà. C'est-à-dire que le contenu de ce fichier ne pourra être écrasé, donc il interdit les écrasements sur des fichiers déjà existants. Nous allons actuellement saisir la ligne de commande echo bonjour, que nous allons rediriger dans le fichier, un fichier qu'on va nommer fichier 1. Fichier 1. Voilà, nous allons maintenant saisir la commande 4 fichier 1 pour voir le contenu du fichier 1. Le système nous renseigne effectivement que le contenu du fichier 1, c'est bonjour. Nous allons rappeler la même commande et à la place de bonjour, maintenant, nous allons taper bonsoir. Bonsoir, que nous allons rediriger dans le même fichier 1. Nous allons rappeler notre commande 4 fichier 1 pour voir le contenu du fichier 1. Oui, nous constatons là que bonjour a été écrasé ou effacé ou remplacé par la chaîne de caractères bonsoir. Actuellement, nous allons taper la ligne de commande 7. La commande 7 avec l'option -O pour activer l'option No Clubber, qui est cette option-là qui empêche les écrasements sur des fichiers déjà, la redirection en sortie sur un fichier qui existe déjà. Voilà, une fois la commande activée, nous allons maintenant rappeler notre écho en changeant notre chaîne de caractères. Nous allons dire écrire écho, bonne chance aux examens par exemple, comme nouvelle chaîne de caractères, bonne chance aux examens. Voilà, que nous redirigeons toujours dans le même fichier 1. Et voilà, le système nous dit impossible d'écraser le fichier existant. Fichier 1 existe déjà et avait préalablement pour contenu bonsoir. Une fois que la commande 7 avec l'option No Clubber, en activant l'option No Clubber avec -O a été utilisée, nous avons activé le non-écrasement sur ce fichier-là, sur le fichier sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, le système d'exploitation nous renvoie la réponse impossible d'écraser le fichier existant. Nous allons poursuivre maintenant en désactivant la commande No Clubber avec le plus. Voilà, nous validons. Nous rappelons la même commande écho bonne chance aux examens maintenant que nous allons rediriger toujours dans le même fichier 1. Nous validons. Voilà, et nous allons afficher maintenant le contenu du fichier 1 pour voir ce qu'il y a dedans. 4 fichiers 1 et voilà, le système d'exploitation nous renseigne, nous dit bonne chance aux examens. Donc voilà le contenu actuel du fichier 1. Nous comprenons exactement que en appliquant cette -O No Clubber, on a empêché la redirection en sortie sur le fichier 1 et en désactivant cette commande, cette option avec l'option de la commande +O, on a permis maintenant une fois de plus l'écrasement. Donc là on comprend aisément comment fonctionne la commande 7 avec l'option -O +O de No Clubber. Nous avons ici les différentes étapes exécutées par le shell au lancement d'une commande avant que le système ne renvoie le résultat le cas échéant. Lorsque nous ouvrons notre terminal, le shell attend de nous, de l'utilisateur, qu'il entre premièrement une commande. Lorsque la commande est saisie, le système attend que nous entrons les arguments si jamais cette commande prend des arguments. Une fois les arguments entrés le cas échéant, le système va aller chercher d'abord premièrement les commandes au niveau des alias, ensuite au niveau des fonctions définies, ensuite au niveau des commandes internes et enfin au niveau du path. Et après avoir cherché comme cela, le système va ensuite maintenant exécuter la commande avec ses arguments le cas échéant et enfin afficher le résultat si besoin et que le système autant pour moi nous renvoie un résultat. Nous passons à présent à la notion de flux, de redirection, de composition et historique. Nous avons ici les expressions stdin qui
renvoie à l'entrée standard qui est le clavier. L'expression std-out qui renvoie à la sortie standard qui est l'écran. Et l'expression stdr qui renvoie à la sortie erreur. Et sur le tableau que nous avons en face de nous, nous avons les différentes conditions d'utilisation et d'interprétation des différentes commandes et de leurs opérateurs. Nous passons à présent à quelques exemples d'utilisation de ces opérateurs-là. Nous allons à présent ouvrir notre terminal. Voilà. Une fois notre terminal ouvert, nous allons saisir la ligne de commande touch fiche 1 pour dire au système d'exploitation crée-moi le fichier qui s'appelle fiche 1. Touch fiche 1. Nous validons. Voilà. Le fichier a été créé. Et si nous voulons nous rassurer qu'effectivement ce fichier a été créé, nous allons saisir la commande ls pour voir le contenu de notre répertoire courant. Voilà, nous pouvons voir notre fichier fiche 1 à l'intérieur. Nous allons donc poursuivre. Après avoir créé le fichier puce1, nous allons maintenant dans ce fichier envoyer la phrase bonjour à tous à l'aide de la commande echo bonjour. Echo bonjour à tous. Bonjour à tous. Que nous allons rediriger dans le fichier qui s'appelle fiche 1. Fiche 1, voilà. Nous validons. Une fois ce contenu validé, nous allons taper la commande cat fiche 1 pour nous rassurer effectivement que c'est la même chaîne de caractères, c'est la chaîne de caractères que nous avons saisie qui est dans ce fichier-là. Fiche 1, nous validons. Voilà, nous sommes rassurés. Bonjour à tous se trouve bien dans le fichier fiche 1. À présent, nous allons faire le même exercice, mais avec le fichier fiche 2. Donc, nous allons commencer d'abord par créer le fichier fiche 2 avec la commande touch fiche 2. Nous validons. Ensuite, nous rappelons la commande cat ls d'abord ls. Voilà, pour nous rassurer que notre fiche 2 est là. Une fois rassuré que notre fiche 2 est là, nous allons rappeler la commande echo bonjour à tous. Maintenant, nous n'allons pas dire bonjour à tous, nous allons dire echo bonsoir à tous. Voilà, echo bonsoir à tous que nous allons envoyer dans fiche 2. Fiche 2, nous validons. Voilà, nous rappelons la commande cat de fiche 2. Voilà, bonsoir à tous se trouve dans fiche 2. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons actuellement saisir cat de fiche 1 que nous allons rediriger, faire une double redirection. Une double redirection fiche 1 pour fiche 2. Fiche 2, voilà. Dans le contenu de fiche 1, nous allons le renvoyer dans fiche 2. Nous validons. Une fois validé, maintenant nous allons rappeler la commande 4. Nous allons appeler maintenant la commande 4. 4 de fiche 2. Nous allons voir le contenu de fiche 2. Voilà. Dans fiche 2, nous avons bonsoir à tous et bonjour à tous. Bonsoir à tous parce que c'est bonsoir à tous a été écrit dans le fichier fiche 2. Ensuite, on a fait une double redirection sur le même fichier en ajoutant le contenu de fiche 1. C'est pourquoi bonsoir à tous vient avant bonjour à tous. Et puis, nous allons revenir à présent sur notre tableau. Voilà, une fois notre tableau affiché, nous voyons dans les restes des opérateurs que nous pouvons utiliser et nous pouvons également nous exercer à les utiliser et cela nous permettra de voir un peu dans quelle logique chacune ou chacun de ces opérateurs fonctionne avec des commandes que nous utilisons tous les jours. Nous poursuivons avec les notions de flux, redirection,
Composition et historique. Dans le tableau suivant, nous avons l'illustration et le fonctionnement des opérateurs pipe, le double et commercial et le point virgule, ainsi que l'interprétation qui est associée à l'utilisation de chacun de ces opérateurs. Autant pour moi. Nous allons donc immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal pour voir un peu plus en détail comment fonctionne chacun de ces opérateurs-là. Nous allons commencer par utiliser l'opérateur le double et commercial. Nous allons saisir la phrase suivante, la commande suivante, autant pour moi, nl etc / passe wd, autant pour moi, double et commercial, écho, merci bien. Cette ligne de commande veut simplement dire le premier segment qui se trouve avant le double et commercial veut simplement dire au système affiche-moi le contenu du fichier passe-wd de manière numérotée. Ce fichier passe-wd se trouve dans le répertoire etc. Ensuite, le deuxième segment de cette commande qui se trouve après l'opérateur double et commercial veut dire affiche-moi la chaîne de caractères, merci bien. Et dans le tableau que nous avons préalablement observé, nous avons vu là-bas que le deuxième segment de cette commande, ce qui s'affiche, qui se trouve après le double et commercial, ne sera exécuté que si et seulement si le premier segment s'exécute normalement. Donc, si le nl/etc/passe-w s'exécute normalement, alors écho merci bien s'exécutera. Dans le cas contraire, écho merci bien ne s'exécutera pas. Nous allons donc maintenant valider. Voilà, nous validons et nous observons clairement ici, à la fin de notre fichier, nous avons l'expression merci bien. Merci bien s'est exécuté parce que le premier segment qui se trouvait avant le double et commercial s'est bien exécuté. Nous avons là le contenu du fichier passe-wd numéroté dans l'ordre. Nous allons maintenant continuer et pour avoir visité, nous allons effacer notre écran. Nous effaçons notre écran. Voilà. Nous allons maintenant utiliser l'opérateur le double pipe avec la même phrase, avec la même commande. Nous allons simplement changer d'opérateur. Nous allons utiliser le double pipe. Et dans les conditions d'utilisation du double pipe, l'interprétation de la commande stipule ceci. Le deuxième segment de la commande ne s'exécute que si et seulement si le premier segment ne s'est pas exécuté. Donc pour que mes échos merci bien s'exécute, il faudra que nl/etc/passe-w ne s'exécute pas. Mais dans le cas où nl/passe-w va s'exécuter, alors pour le premier segment, alors le deuxième segment ne s'affichera pas. Nous allons donc valider. Voilà. Et nous voyons aisément que merci bien, contrairement lorsque on a utilisé le double et commercial, ne s'est pas exécuté tout simplement parce que nl/etc/passe-wd s'est exécuté avec succès. Dans le cas où nl ne s'était pas exécuté avec succès, alors merci bien devait s'exécuter. Maintenant, nous allons passer à l'utilisation de l'opérateur point virgule. Nous allons saisir actuellement la ligne de commande écho bonjour, point virgule, écho, point virgule, à tous nos fidèles internautes, à tous nos fidèles internautes, point virgule, et puis maintenant écho, merci de la confiance en nous faites. Merci de la confiance en nous faites. Voilà. Voilà notre ligne de commande. Ensuite, nous allons la valider. Voilà, nous allons valider. Nous allons interpréter ensemble notre première portion, notre premier segment de commande avant le premier point virgule dit écho bonjour.
autant pour moi, on va utiliser ça comme ça. Echo bonjour, le système nous a affiché bonjour comme nous lui avons demandé. Ensuite, nous avons entré echo, le fichier, et comme nous n'avons pas précisé écho de quelque chose, alors le système nous a renvoyé un vide, ce qui se comprend. Après écho, nous avons entré à tous nos fidèles internautes. Et qu'est-ce que le système nous renvoie? Le système nous dit commande introuvable. Effectivement, nous avons écrit une chaîne de caractères sans préciser une commande. C'est pourquoi le système a renvoyé une erreur. Ensuite, nous avons écrit écho merci à tout, merci de la confiance à nous faites. Et là, nous voyons merci de la confiance à nous faites. Donc, dans cette opération, dans l'interprétation de cet opérateur, l'opérateur point virgule exécute chacun des segments qui constituent la commande sans tenir compte de l'exécution du précédent segment. Donc, que le précédent segment se soit exécuté bien ou ne se soit même pas du tout exécuté, si le segment qui suit l'exécution du précédent segment s'exécute normalement, alors le système va renvoyer une réponse. Donc ici, nous avons l'utilisation de cet opérateur-là, le point virgule. Donc, malgré l'erreur que nous pouvons constater au niveau du bloc numéro 3, là où le système renvoie commande introuvable, tous les autres segments se sont affichés les unes à la suite des autres, indépendamment du résultat de ce bloc-là. Donc, nous comprenons aisément comment fonctionne ici le point virgule, comment fonctionne le double pipe, comment fonctionne le e-commercial, et je vous laisse le soin d'aller tester vous-même comment fonctionne le pipe simple. Historique des commandes. Lorsqu'une commande est entrée au niveau de notre terminal, cette commande est enregistrée dans un fichier qu'on appelle le fichier d'historique, en anglais history, avant l'interprétation de cette commande-là. Et ce fichier-là est activé par la commande set-o history, la commande set que nous avons vue précédemment avec les options -o et +o. Et la variable d'environnement HitSize ici est cette variable d'environnement qui contient le nombre maximal de commandes qui peut être enregistré en historique, tandis que la variable d'environnement HitFight contient le chemin d'accès du fichier de l'historique des commandes. Nous allons sans plus tarder maintenant passer directement à l'ouverture de notre terminal pour voir les valeurs, à quoi renvoient ces différentes variables d'environnement. Nous allons commencer par la variable HitSize. Nous allons demander au système d'exploitation, autant pour moi, de nous afficher le contenu de cette variable d'environnement. Nous allons saisir echo en minuscule, autant pour echo $, echo $. Et rappelons-nous, toutes les variables d'environnement s'écrivent toujours en majuscule, en caractère majuscule. Echo $HitSize. Nous demandons ainsi au système d'exploitation affiche-moi le contenu de la variable d'environnement HitSize. Et comme je l'ai dit précédemment, cette variable d'environnement contient le nombre maximal de commandes qui peuvent être enregistrées dans l'historique. Et lorsque nous validons oui, notre système d'exploitation peut enregistrer au maximum 1000 commandes dans le fichier history. Et nous allons passer dans certains systèmes d'exploitation, nous allons trouver la valeur 500. Donc ça dépend et cette valeur peut être modifiée par l'utilisateur. Nous allons maintenant afficher le fichier HitFight. Voilà le contenu de la variable d'environnement HitFight. La variable d'environnement là, elle contient le chemin d'accès vers le fichier de l'historique des commandes. Nous allons également valider. Voilà, nous voyons aussi pour notre fichier de l'historique des commandes se trouve dans /home/backbone et le point qui commande là nous montre simplement que nous spécifie simplement que ce fichier est un fichier caché. Donc voilà un peu quelles sont les différentes valeurs qui sont contenues dans les variables d'environnement HitSize et HitFight et à quoi renvoie effectivement chacune de ces variables d'environnement. Nous poursuivons avec l'historique des commandes. En ce qui concerne l'historique des commandes, nous avons
l'utilisation des touches haut et bas de notre clavier, les touches de redirection haut et bas que nous connaissons tous, les touches haut et bas qui nous permettent de rappeler soit la précédente commande ou alors soit la suivante commande qui a été saisie au terminal. À la suite des touches haut et bas de redirection, nous avons les compositions avec les touches double, point d'exclamation, chaîne de caractères, point d'exclamation, interrogation, chaîne de caractères, point d'exclamation, moins N et point d'exclamation N. Pour avoir une idée plus claire de ce que renvoie chacune de ces compositions-là, nous allons immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal. Une fois dans notre terminal ouvert, nous allons utiliser maintenant, nous allons commencer avec l'expression double point d'exclamation. Voilà. Double point d'exclamation ici va demander au système d'exploitation de rappeler et d'exécuter la dernière commande qui a été saisie à l'écran. Rappelle-moi et exécute la dernière commande saisie à l'écran. Nous validons. Et lorsque nous validons, nous ne voyons rien en réalité, juste l'expression qui s'est effacée, parce qu'en réalité, ma dernière commande, c'était la commande clear. Donc, je demandais au système d'exploitation efface mon écran et cela se comprend. Nous allons donc poursuivre maintenant avec l'expression point d'exclamation C pour dire au système d'exploitation, nom prénom N, autant pour moi, pour dire au système d'exploitation rappelle et exécute la dernière commande débutant avec le caractère N. Nous demandons au système d'exploitation rappelle et exécute la dernière commande qu'on a saisie sur notre terminal qui débutait avec le caractère N. Nous validons. Voilà. Et nous voyons ce que nous nous rappelons très bien. Tout à l'heure, nous avons saisi la commande nl/etc/passw qui disait au système d'exploitation, affiche-moi le fichier passw dans l'ordre de manière numérotée. Et nous ferons ici que notre système avait effectivement rappelé et exécuté cette commande-là. Nous allons maintenant poursuivre en utilisant la commande, l'expression point d'exclamation, point d'interrogation, CA, voilà, pour dire au système d'exploitation, rappelle et exécute la dernière commande contenant la chaîne de caractères CA. Contenant la chaîne de caractères CA. Voilà, nous validons. Voilà, et lorsque nous validons, nous voyons toujours le fichier passw dès là. Mais cette fois-ci, le fichier n'est plus numéroté parce que nous avons préalablement demandé, nous avons demandé plus haut au système d'exploitation. Nous avons utilisé la commande 4 sur le fichier /etc/passw, des raisons pour lesquelles nous voyons ce contenu s'afficher maintenant. Ensuite, nous allons passer à l'expression point d'exclamation -3 pour dire au système affiche pour moi la troisième dernière commande. Pas la troisième commande, mais la troisième dernière commande. Donc, en comptant par la fin. Affiche-moi la troisième dernière commande. Nous validons. Et notre troisième dernière commande, c'était la commande clear. C'est pourquoi mon écran a été effacé. Maintenant, nous allons terminer avec point d'exclamation 20 pour dire au système d'exploitation, affiche-moi la 20e commande depuis le début, la 20e commande qui a été saisie sur mon terminal et nous validons. Voilà. Et la 20e commande qui avait été saisie, c'était la commande clear, mais comme elle était saisie en majuscule et que le système respecte la casse, c'est pourquoi le système nous a renvoyé un message d'erreur. Donc voilà un peu comment interpréter, comment s'interprètent les différentes compositions avec les caractères pour l'historique des commandes. Nous passons actuellement à l'utilisation des caractères spéciaux du shell et alias. Comme caractère spécial, ici nous avons l'étoile. Nous allons retenir que l'étoile, lorsque l'étoile est utilisée avant ou alors après un caractère ou chaîne de caractères, cela renvoie à n'importe quel caractère ou chaîne de caractères se trouvant avant ou après le mot qui a été spécifié. Et à la suite de l'étoile, nous avons le point d'interrogation. Le point d'interrogation ici lui renseigne que le caractère manquant n'est pas connu. Après le point d'interrogation, nous avons les crochets. Les crochets ici renvoient à un ou une suite
de caractères spécifiques. Et maintenant, après les crochets, nous avons les guillemets. Les guillemets, elles protègent la chaîne de caractères qu'elles encadrent. Et à l'endroit, contrairement aux guillemets, nous avons à l'opposé des guillemets, nous avons les anticotes. Les anticotes, elles exécutent plutôt le contenu de la chaîne de caractères ou le contenu de la chaîne de caractères de la commande qu'elles encadrent. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer à l'ouverture de notre terminal pour voir un peu comment fonctionne chacun de ces caractères spéciaux-là. Nous allons d'abord commencer par afficher le contenu de notre répertoire courant avec la commande ls. Oui, nous avons les fichiers bonjour, fiche 1, fiche 2, fichier 1, file 1. C'est avec ces fichiers-là que nous allons travailler. Nous n'allons pas en créer de nouveaux. Nous allons dire au système d'exploitation, affiche-moi écho, affiche-moi les fichiers qui commencent avec je sais pas n'importe quoi, et qui ont ici, voilà, ici, comme cela, ici. Bon, pour meilleure compréhension, nous allons créer d'abord de nouveaux fichiers pour que ce soit un peu plus. Nous allons créer de nouveaux fichiers. Nous allons créer le fichier. Nous allons créer le fichier. Pour que l'exercice soit un peu plus intéressant, le fichier, nous allons créer mon fichier. Voilà. ls, pour vérifier si c'est bien là. Voilà. Le fichier et mon fichier et fichier ont été créés. Bon, maintenant, nous allons donc poursuivre avec l'utilisation de nos caractères spéciaux. Nous allons donc utiliser le caractère étoile. On commence par celui-là. Écho, étoile, fichier. Voilà. Ici. On demande au système d'exploitation, affiche-moi tous les noms de fichiers qui ont ici, qui commencent avec n'importe quoi, qui commencent avec quelque chose et qui ont ici. On valide. Voilà. Là, nous avons fichier, nous avons le fichier, nous avons mon fichier. Voilà. Fichier 1 n'est pas sorti parce que nous avons bien précisé ici. Il fallait peut-être qu'on dise ici et qu'on prise encore à la fin quelque chose là, ça devait afficher ici 1. Fichier 1. Nous allons maintenant poursuivre avec la chaîne, avec le caractère spécial, le point d'interrogation. Nous allons maintenant dire à notre système, affiche-moi, voilà, affiche-moi tous les noms de fichiers qui ont ish et un caractère dont on ne connaît pas la nature à la fin. Donc, qui commence avec quelque chose dont on ne connaît pas. Et puis maintenant, qui ont ish et un autre caractère au bout dont on ne connaît pas la nature. On valide. Voilà. Là, le système a renvoyé fiche 1 et fiche 2 parce que fiche 1 et fiche 2 sont les seuls fichiers qui contiennent ish et avec un autre caractère au bout. À la suite, maintenant, nous allons utiliser la chaîne de caractères. Nous allons utiliser les guillemets. Voilà. Écho, ls, voilà. Écho, ls, nous avons dit, les guillemets, lorsqu'elles sont utilisées, elles encadrent simplement la chaîne de caractères qu'elles entourent. Voilà, le système nous renvoie ls tout simplement. ls, donc, affiche-moi ls tout simplement. Maintenant, à l'opposé des guillemets, nous allons maintenant utiliser plutôt les anticotes. Les anticotes, eux, ils vont interpréter, exécuter le contenu de la chaîne qu'elles encadrent. Voilà. Écho, anticote, ls. Nous allons voir la différence qu'il y a entre écho, guillemets, ls et écho, anticote, ls. On valide. Voilà. Écho, anticote, ls exécute la chaîne qu'elle encadre. Elle exécute la chaîne qu'elle encadre, tandis que écho, guillemets, ls, elle encadre simplement une chaîne, elle la protège. Les guillemets protègent la chaîne de caractères et te renvoient la même chaîne. Par contre, quand tu dis écho, anticote, ls, l'anticote là va traduire
va traduire, va exécuter le contenu du caractère ou de la chaîne de caractères que tu lui as donné en argument. Donc voilà un peu la différence. Nous allons un peu utiliser maintenant les crochets. Écho, nous allons dire par exemple crochet, point d'interrogation fichier, point d'interrogation, et nous allons fermer nos côtes. Affiche-moi toutes les occurrences des noms de fichiers qui commencent avec un caractère inconnu, qui commence avec un caractère inconnu et qui se termine avec un caractère inconnu. Voilà. Il a renvoyé la même chose parce qu'en réalité, dans notre liste de fichiers, il n'y a aucun caractère, aucun fichier qui correspond à ça. Qui commence avec un caractère inconnu et qui finit avec un caractère inconnu. Il n'y en a pas. Par contre, si on mettait comme ceci là, qui commence là, à la place là, on mettait plutôt étoile, oui, et on validait. Voilà. Maintenant, le système m'a renvoyé fichier 1. Étoile qui commence avec un caractère inconnu. Qui finissent avec un caractère inconnu, fichier 1 au bout. Tout à l'heure, la fichier 1 ne pouvait pas sortir lorsqu'on a mis point d'interrogation au début, point d'interrogation à la fin. Fichier 1 ne pouvait pas sortir parce que dans notre liste de fichiers, il n'y a aucun fichier, il n'y a aucun nom de fichier qui a un caractère avant fichier, qui a un caractère avant fichier. Le fichier, mon fichier, était déjà disqualifié parce que le fichier et mon fichier n'ont aucun caractère à la fin. Ne se termine avec aucun autre caractère à la fin. Et fichier 1, quant à lui, sur la commande précédente, était disqualifié parce que dans fichier 1, il n'y a aucun caractère qui commence, il n'y a pas de caractère manquant. Or, quand on a mis étoile à la suite, ça renvoie fichier 1 parce que étoile veut dire quel que soit le caractère, même le vide, ça peut prendre le vide, maintenant avec fichier et maintenant avec une suite. Donc voilà un peu comment se traduisent, comment on peut utiliser ces différents caractères spéciaux en ce qui concerne les dollars, point d'exclamation, dollar, point d'interrogation qui renvoie les pièces du processus courant et autres, et puis le et comme ça qui envoie un processus en background. Je vous laisse le soin d'aller les exécuter, les utiliser vous-même pour mieux appréhender leur utilisation. Nous poursuivons avec l'utilisation de quelques expressions régulières. Nous avons ici les crochets qui renvoient à une chaîne de classe de caractères, le lacis complexe ou le chapeau qui renvoie à un début de ligne, qui spécifie la début de ligne, le dollar qui spécifie la fin de ligne, le pipe qui est une alternative entre deux expressions et enfin la parenthèse qui est une délimitation d'une sous-expression. Nous allons immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal. Voilà, une fois notre terminal ouvert, nous allons utiliser quelques-unes de ces expressions régulières pour voir comment est-ce qu'elles marchent. Et pour commencer, nous allons d'abord afficher le contenu de notre répertoire courant avec la commande ls. Oui, voilà la liste des fichiers qui sont contenus dans qui se trouvent actuellement dans notre répertoire courant. Nous allons maintenant taper la ligne de commande ls pipe, oui, grep pipe que nous avons vu, qui est une expression régulière, qui est une alternative entre deux expressions, pipe, si complexe ou alors chapeau, grep chapeau, fichier. Nous sommes en train de demander à notre système d'exploitation, liste-moi toutes les occurrences des noms des fichiers qui commencent par fichier. Donc, tout ce qu'il y a comme nom de fichier, le chapeau là veut dire commencer, renvoie à commencer. Donc, tout nom de fichier qui commence par fichier, liste-moi ça. Voilà, et là, nous pouvons voir, nous avons fichier lui-même qui commence par fichier, puis nous avons fichier 1. Mon fichier et le fichier ne pouvaient pas apparaître dans cette liste parce que ça ne commence pas par fichier. Nous allons maintenant dire, liste-moi toutes les occurrences
qu'est-ce que nous allons dire? Voilà. Nous allons maintenant prendre l'expression régulière $ qui finissent par fichier. $, voilà. Liste-moi tous les noms des fichiers qui finissent par fichier. On valide. Voilà. Actuellement, là, nous avons le fichier, mon fichier et fichier. Fichier 1 a été disqualifié. On comprend pourquoi ça finit pas par fichier. Et puis maintenant, fichier, lui, il est partout. Le fichier commence par n'importe quoi, mais ça finit par fichier. Pareil pour mon fichier. Donc là, on comprend aisément quand ça commence et quand ça termine, comment ça s'est interprété. Nous allons utiliser la prochaine expression régulière. Le crochet, nous allons dire maintenant tout ce qui contient fichier. Affiche-moi tout ce qui commence avec n'importe quoi, qui contient le caractère I et qui finit avec un caractère inconnu. Voilà. Bien, nous avons fiche 1, fiche 2, fichier 1, file 1, le fichier. Donc, tous les noms de fichiers qui ont le caractère I sont apparus. Donc, voilà un peu comment fonctionnent ces expressions régulières. Je vous laisse le soin donc d'aller tester l'expression avec la parenthèse et voir également comment est-ce qu'elle fonctionne. Nous passons actuellement à l'éditeur VI. L'éditeur VI ici est l'un des éditeurs textuels sous les systèmes Linux. Il fonctionne sous plusieurs modes. Le mode insertion qu'on active avec la lettre I, le mode commande qu'on active en appuyant sur la touche échappe du clavier et le mode exécute pendant qu'on est en mode commande, on appuie sur les deux points. VI est un éditeur rapide, il est compact, il est sensible à la casse. Vim est une version souple et améliorée de VI. Passons à présent à l'ouverture de notre terminal. Une fois notre terminal ouvert, nous allons maintenant entrer en lieu et place de la commande l'expression. Nous allons entrer le mot VI et nous allons simplement valider afin pour nous d'ouvrir notre éditeur. Voilà, voici la fenêtre d'accueil d'entrée de notre éditeur VI. Nous pouvons voir là Vim VI Improve. Nous avons la version et par la suite, nous avons quelques commandes utiles. La commande Q, on valide, ça nous demande de sortir. Help, on valide ou F1, ça nous donne l'aide en ligne. Help, en suivi de version 7, on valide, ça nous donne la version, les informations sur la version. Ensuite, plus bas, nous avons 7 NoCP, on valide, ça nous donne les informations par défaut de Vim. Et puis à la fin, Help CP Default, on valide, ça nous donne les informations dessus. Donc voilà un peu, voici comment se présente la fenêtre d'accueil ou d'entrée de notre éditeur VI. Nous avons tantôt dit le mode insertion, c'est en appuyant sur la lettre I, nous appuyons I, déjà j'ai appuyé et puis maintenant je commence à saisir. Je peux saisir là parce que j'ai déjà appuyé sur mon I. Bonjour, j'écris n'importe quoi, bonjour et merci à vous. Et merci à vous. Voilà, là j'étais déjà en mode insertion parce que j'ai préalablement appuyé sur I. Maintenant quand je passe du mode insertion pour le mode commande, j'appuie simplement sur échappe. Je suis déjà en mode échappe. Et si on observe bien, le curseur a décalé d'un rang vers la gauche. Maintenant je vais passer du mode commande pour le mode exécute parce que je veux sortir sans enregistrer mon fichier. Nous allons plus loin voir les différentes commandes et les raccourcis des commandes. Donc j'appuie simplement 2 points, oui, je suis en mode exécute, j'ai déjà mes 2 points là, Q, point d'exclamation ici, me permet de sortir de VI sans enregistrer les modifications apportées en mon fichier. Donc je valide, voilà, je suis sorti de VI, j'ai à présent mon prompt, je suis déjà en dehors de VI. Donc voilà un peu la base. Le mode insertion avec I, le mode commande avec échappe, le mode exécute pendant qu'on a un mode commande avec 2 points. Et plus loin, nous verrons plus de commandes propres à cet éditeur par la suite. Ici, nous avons un tableau non exhaustif présentant les commandes classiques utilisées sous VI.
Ouvrons actuellement notre terminal. Exécutons certaines de ces commandes-là. Nous allons écrire la phrase suivante. Avant d'écrire cette phrase, nous allons d'abord entrer dans ouvrir notre éditeur comme vu précédemment. Nous passons en mode insertion et nous tapons la phrase suivante. Bonjour. Oui, à tous nos fidèles internautes. À tous nos fidèles internautes. Et merci de la confiance que vous nous renouvelez à travers cette plateforme. Point. Voilà notre phrase écrite. Nous allons maintenant passer à, nous allons observer en réalité comment fonctionnent certaines de ces commandes-là qui ont été exposées au niveau du tableau. Nous allons passer en mode commande en appuyant sur échappe. Oui, j'ai déjà appuyé échappe sur mon clavier. Maintenant, je vais saisir 3H. La lettre H nous permet de taper, de nous déplacer, déplace le curseur de H en principe déplace le curseur d'un caractère vers la gauche. Maintenant que nous allons saisir 3H, nous allons déplacer le curseur de 3 caractères vers la gauche. Voilà, notre curseur a été déplacé. J'espère qu'on a vu. Nous allons après le déplacement du curseur de 3 caractères vers la gauche. Nous essayons une autre commande qui nous donne d'aller sur, qui nous donne lorsqu'on tape sur O, on ouvre une ligne au début de la ligne. Voilà. Échappe. J'active la majuscule, je saisis O. Voilà. Donc, O majuscule ouvre une ligne au-dessus. O majuscule ouvre une ligne, insère une ligne au-dessus. Maintenant, essayons une autre commande. W ici, lui, il permet au curseur de se déplacer d'un caractère sur le mot suivant. Donc, échappe W, voilà. Échappe W a déplacé le curseur sur le premier caractère du mot suivant. Après W, nous allons utiliser la lettre petit a. Petit a donne au curseur, permet au curseur de passer en mode d'insertion après la position courante du curseur. Donc, échappe petit a, voilà. Échappe petit a passe en mode insertion directement à la fin de la ligne. Maintenant, nous allons faire échappe. C'était plutôt grand A, oui, c'était plutôt grand A. Échappe grand A passe en mode insertion à la fin de la ligne courante. Maintenant, nous allons faire plutôt échappe petit a, échappe petit a, voilà. Échappe petit a nous donne de passer en mode insertion après la position courante du curseur. Donc, nous avons utilisé ici grand A qui est passé en mode d'insertion à la fin de la ligne courante, petit a qui passe en mode d'insertion après la position courante du curseur. W, petit w permet au curseur de se positionner sur le caractère du mot suivant. Oui, O majuscule donne au curseur d'ouvrir une nouvelle ligne. H permet au curseur de se déplacer d'un caractère vers la gauche. Échappe, en principe, ça déplace vers la ligne précédente. K. Voilà. K est passé de la ligne du bas vers la ligne du haut. Donc voilà, pour ne citer que ces exemples-là, le reste des exemples, vous allez les poursuivre. Donc je vous laisse le soin de poursuivre avec le reste des commandes. Juste ces quelques commandes que nous avons vu, les commandes de déplacement sous VI. Voilà un peu. Maintenant, je vais sortir sans enregistrer en saisissant échappe 2.Q, point d'exclamation, je valide. Je ne suis plus sur VI. Nous poursuivons avec les commandes VI. Nous avons ici la suite des commandes classiques utilisées sous VI. Et comme vu précédemment, nous allons manipuler certaines d'entre elles et observer leurs commandes. Sans plus tarder, nous allons immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal. Une fois notre terminal ouvert, nous allons
ouvrir notre éditeur VI en saisissant VI. Oui, nous validons, nous passons en mode insertion déjà, et puis nous saisissons la phrase bonjour, bonjour à vous, nos internautes, et merci pour votre franche collaboration. Voilà. Une fois notre phrase écrite, qu'est-ce que nous allons faire sur cette phrase? Nous allons la manipuler. Pour la manipuler, nous allons commencer par copier cette ligne. Nous allons la copier et nous allons la coller ensuite. Et pour la copie sous VI, nous tapons échappe et nous entrons la commande YY. YY nous permet de copier, c'est déjà fait. Donc YY copie la ligne courante et la place dans le presse-papier. Maintenant, nous allons la coller et nous collons avec la commande P, échappe P. Voilà, c'est fait. Donc P minuscule colle après la position courante et P majuscule colle avant la position courante. Comme nous avons utilisé P minuscule, ça collait par le bas. Si nous avions utilisé P minuscule, ça devait coller vers le haut. Maintenant que nous avons collé, nous allons utiliser maintenant la commande qui nous permet de supprimer en utilisant échappe DD supprime DD. Voilà, on a supprimé ce qu'on venait de coller. Après avoir supprimé ce qu'on venait de coller, ce que nous allons faire actuellement, nous allons remplacer l'expression internaute par l'expression followers sur notre phrase en passant en mode exécute. Échappe, voilà, S / internaute, on change internaute, on va remplacer internaute par follower, oui, et on valide. Voilà, nous voyons bien, ce n'est plus bonjour à vous nos internautes, maintenant c'est déjà bonjour à vous nos followers et merci pour votre franche collaboration. Donc là, nous avons utilisé juste quelques-unes des commandes. Il y en a plusieurs et je nous laisse le soin de poursuivre avec les autres. Là, on a vu la copie, on a vu la suppression, on a vu le collage, on a vu le remplacement. Et avec le tableau que nous avons précédemment présenté, nous pouvons nous exercer pour pouvoir manipuler le reste des commandes classiques qui sont utilisées dans l'éditeur VI. Là, je vais sortir avec notre commande. Voilà, nous sommes déjà en dehors de VI. Donc, voici un peu le tableau avec les autres commandes. Vous pouvez vous exercer. V, grand V, petit V, J, CTRL V et tout le reste là. Je vous donne le soin de pouvoir les effectuer vous-même. La suite des commandes VI. Pour un utilisateur des systèmes Linux, ces commandes doivent être mémorisées. Comme vu plus haut, nous sommes priés de tester personnellement ces commandes. Mais déjà, nous allons ouvrir un fichier et nous allons manipuler juste quelques-unes de elles. Le reste, je nous laisse le soin de pouvoir les tester nous-mêmes. Nous allons donc ouvrir notre éditeur, comme toujours VI. Nous passons en mode insertion, nous passions en mode échappe, nous sortons, nous effaçons notre... Nous allons ouvrir maintenant avec la particularité parce que souvenons-nous, depuis le début, quand on a commencé à parler de l'éditeur VI, nous ouvrons VI sans préciser le nom du fichier. Mais là, nous allons ouvrir notre éditeur en précisant le nom du fichier. Donc là, je vais dire VI Toto. Je vais ouvrir le fichier Toto et je vais valider. Voilà. Et là, on observe aisément que la fenêtre qui s'affiche n'est plus la fenêtre d'accueil. Le système nous dit New File, il y a un nouveau fichier qui s'appelle Toto qui a été ouvert. Voilà, maintenant dans ce Toto, si je vais écrire une phrase quelconque, bonsoir, déjà en mode insertion, bonsoir, nous avons déjà trop utilisé bonjour, bonsoir, et à nous revoir demain pour la suite des notions. Voilà.
Voilà notre phrase. Notre fichier Toto est ouvert et à l'intérieur, on a écrit bonsoir et à nous demain. Pour la suite des notions, nous avons omis revoir. C'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Bon, nous allons maintenant continuer. Une fois notre fichier ouvert, nous allons enregistrer maintenant cette fois-ci, parce que d'habitude, on quittait sans enregistrer avec 2.q, point d'exclamation. Mais là, nous allons enregistrer le fichier avec 2.w. Dans le 2.w enregistre le fichier, nous validons. Voilà, nous avons enregistré notre fichier. Il est déjà enregistré. 2 lignes, 53 caractères ont été écrites. Bon, maintenant, nous allons sortir de VI. 2.q. Nous sortons. Voilà. Et on sort de VI avec 2.q. Nous sommes sortis de VI. Maintenant, nous allons rappeler. Je vais d'abord commencer par effacer mon écran, qu'on ne se perde pas. Mon écran est effacé. Maintenant, nous allons rouvrir ce fichier Toto là. VI Toto. Nous validons. Et voilà notre fichier là avec notre contenu. Bonsoir et à nous demain pour la suite des notions. Notre fichier est bien et bien là. Nous allons le modifier maintenant. Je suis entré là. Échappe en majuscule. Je suis dans mon fichier. Échappe en majuscule. Nous allons actuellement saisir. Merci à vous et à demain. Voilà. Voici les nouvelles modifications que nous avons apportées à notre fichier. Là, maintenant, nous allons quitter VI sans enregistrer ce contenu. 2.q, minuscule, je valide. No right size lifestyle ato. Voilà. Échappe 2.qw. Donc, le fichier est en train de me signaler que je n'ai pas écrit sur le fichier. Je veux sortir sans enregistrer. Je veux sortir sans enregistrer le fichier. Là, je vais sortir. Voilà. Une fois donc sorti, je vais maintenant rappeler VI Toto pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Les dernières modifications n'ont pas été prises en compte parce que je suis sorti sans enregistrer le fichier. Donc, c'est juste quelques commandes basiques. Le reste, véritablement, je nous donne le soin de pouvoir les tester par nous-mêmes afin de pouvoir mieux les appréhender et pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. À la suite des commandes de VI, nous verrons quelques commandes d'aide. Le tableau suivant nous donne certaines commandes d'aide régulièrement utilisées sous les systèmes Linux ainsi que le rôle joué par chacune d'elles. Nous allons immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal pour essayer de tester quelques-unes d'elles. Nous allons entrer la commande man-wish, le manuel, la commande qui va nous donner le manuel sur l'utilisation de la commande de wish. Nous allons donc valider. Voilà, nous patientons le temps que le système nous renvoie une réponse. Voilà ce que ce sur quoi le système nous renseigne concernant la commande de wish. Le système nous dit wish nous permet de localiser une commande. Le synopsis c'est wish, nom de fichier, la description, wish retourne le chemin des fichiers. Bref, donc chacun prendra le soin de lire la suite et de comprendre dans quelle mesure fonctionne la commande wish. Nous allons maintenant sortir avec la commande Q. Voilà, nous allons effacer notre écran pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà, une fois, nous allons continuer avec la commande where is. Where is VI. Where is VI ici. Where is VI est une commande. Where is, c'est la commande. C'est pas VI qui est la commande. Where is ici va chercher les pages de manuel, les emplacements des binaires et les sources de l'éditeur VI. Et il va nous afficher cela. Nous validons. Voilà. Voilà les informations qui sont recortées par la commande de where is. Donc, where is, comme le nom l'indique en anglais, où est VI, où se trouve VI. Voilà, donc, ça sort les pages de manuel de VI, leur emplacement, les binaires, les sources, tout ce qui a trait à VI et ça renvoie cela. Ensuite, nous allons maintenant utiliser la commande de find pour chercher, connaître le type de fichier, find sur le fichier Toto que nous avons créé précédemment. Pour connaître le type, de quel type est le fichier Toto. Nous validons et le système nous dit Toto est un fichier de type UTF-8 Unicode texte. Donc voilà un peu
quelques-unes des commandes. Nous avons la commande, nous avons vu where is, man, fight, et nous avons bien d'autres commandes vues au niveau de notre tableau. Donc, pour le reste, chers étudiants, je nous laisse soin de pouvoir chercher par nous-mêmes et de comprendre. Nous poursuivons avec les commandes de filtrage ainsi que leurs rôles respectifs. Et nous avons utilisé juste quelques-unes d'entre elles. Déjà, nous avons vu. Nous ouvrons notre terminal. Depuis le début, nous avons déjà vu certaines d'entre elles, telles que la commande cat qui permet d'afficher le contenu d'un fichier, la commande n qui permet de numéroter les lignes d'un fichier. Nous allons ouvrir donc maintenant le fichier history que nous avons également vu précédemment avec la commande cat sur le fichier history bash underscore history. Voilà le contenu de notre fichier d'historique des commandes. Ensuite, nous allons maintenant utiliser la commande tac. Il va ouvrir le fichier dans l'ordre inverse. Donc, il va afficher à partir des premières lignes, mais de manière inversée. Tac. Voilà. Tac va afficher dans l'ordre inverse de 4. Après 4 et tac, nous allons utiliser la commande tail qui permet d'afficher les 10 dernières lignes d'un fichier. Tail sur fichier /etc/ passwd. Donc, nous demandons au système affiche-moi les 10 dernières lignes de ce fichier-là. Voilà, les 10 dernières lignes de notre fichier tail, de notre fichier passwd, autant pour moi. Nous pouvons par exemple utiliser la commande head. Head, elle va afficher plutôt les 10 premières lignes du même fichier. Head va afficher les 10 premières lignes du même fichier. Donc voilà. Nous avons utilisé head pour les 10 premières lignes de fichier passwd, tail pour les 10 dernières lignes du fichier passwd, 4 pour l'affichage du fichier history dans l'ordre inverse et 4 pour l'affichage du contenu de ce fichier dans l'ordre. Donc voilà quelques utilisations de ces commandes, mais nous allons nous référer. Je nous prie de retourner au niveau de notre tableau et d'utiliser le reste des autres commandes pour voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Nous passons à présent à la suite des commandes de filtrage utilisées dans les systèmes Linux et leur rôle. Avec le fichier que nous avons vu précédemment, nous allons le manipuler. Nous avons ici quelques commandes de filtrage: PR, set, TS, sort, split, unique, WC et cut. Nous allons utiliser notre fameux fichier passwd. Nous allons utiliser la commande wc /etc/passwd. La commande wc ici la permet de compter le nombre de caractères, le nombre de mots et le nombre de lignes d'un fichier. Donc, wc va nous renvoyer le nombre de caractères de ce fichier, le nombre de mots et le nombre de lignes, ou alors dans l'ordre inverse, ça dépend des systèmes, le nombre de lignes, le nombre de mots, ensuite le nombre de caractères. Là, nous validons. Voilà. Le fichier passwd contenu dans l'opérateur /etc contient 26 lignes, 38 mots et 1396 caractères. Nous allons appliquer la même commande sur le fichier Toto que nous avons créé précédemment. Toto avec notre éditeur VI. Le fichier Toto, lui, il contient 2 lignes. Rappelons-nous, lorsque nous l'avons enregistré au niveau de VI, le système nous a renvoyé 2 lignes, 53 caractères. Effectivement, nous ferons aussi notre fichier Toto à 2 lignes, 10 mots et 53 caractères. Donc voilà à quoi sert la commande WC, qui est une commande de filtrage. En dehors de cette commande WC, nous allons utiliser la commande cut, qui permet de spécifier avec certaines options bien particulières les différents champs qu'on va extraire dans un fichier. Nous allons toujours utiliser notre même fichier passwd cut -d qui renvoie au délimiteur. Le délimiteur ici dans ce fichier là, ce sont les 2 points. Dans certains fichiers, les délimiteurs peuvent être des tabulations, des espaces simples, des virgules, des points-virgules.
Donc ça dépendra. -D et puis on renseigne sur le délimiteur. Espace -F pour renseigner sur le fichier. Quels sont les champs, fight en anglais, quels sont les champs que je veux récupérer. Je vais extraire dans mon fichier pass.wt. Je vais extraire le premier champ, virgule, ensuite le 7e champ. Le premier champ ici renvoie au nom de l'utilisateur et le 7e champ renvoie au shell qui est utilisé par chacun des utilisateurs du fichier pass.wt. Maintenant, je vais valider et nous allons voir le résultat et puis je vais spécifier le fichier. C'est dans /etc/pass.wt que je voudrais que ces informations soient extraites. Donc là, je valide ensuite ma ligne de commande. Oui, et voilà. Voici mon fichier. Si on observe bien, on voit à la dernière ligne, on voit l'utilisateur backbone qui a pour shell /bin/bash. Oui, on l'a vu au début de notre sujet. Et nous avons d'autres utilisateurs tels que start, message bus. Nous avons bien d'autres utilisateurs. Donc voilà la liste des utilisateurs de notre fichier et des shells qui sont associés à chacun de ces utilisateurs là. Donc voilà un peu comment on utilise la fonction, à quoi sert les commandes de WC et les commandes de code. Maintenant, nous pouvons utiliser les commandes sort, split, PR et toutes les autres commandes que nous avons vues au niveau du tableau. Donc je nous laisse le soin de poursuivre avec le reste des commandes au niveau du tableau. Nous avons ici là quelques commandes de réjection à l'instar de T, à l'instar de xarg et de exe pour ne citer que cela. Nous allons immédiatement passer à l'ouverture de notre terminal et nous allons exécuter la commande T en saisissant la commande suivante echo les apprenants, echo les apprenants de cette plateforme, autant pour moi, sont géniaux. Je ferme. Je fais le pipe petit fichier.txt. Fichier.txt. Voilà. Je suis en train de demander au système ceci. Copie-moi la phrase, les apprenants de cette plateforme sont géniaux. Tu vas la prendre de l'entrée standard, tu vas la copier sur la sortie standard. Ensuite, tu vas copier la même phrase sur le fichier, dans le fichier fichier.txt. Parce que la commande T a pour rôle de copier, d'écrire l'entrée standard dans la sortie standard. Et plus haut, souvenons, nous avons vu que l'entrée standard renvoie au clavier et la sortie standard renvoie à l'écran. Donc, ce que j'ai tapé sur mon clavier, les apprenants de cette plateforme sont géniaux. Le système va l'écrire sur mon écran, va l'afficher sur mon écran. Ensuite, le même système va aller l'écrire dans le fichier .txt. C'est ça que c'est la commande T. Et le pipe là nous donne une alternative entre deux propositions. Donc, voilà ce que le système va faire. Maintenant, nous allons valider. Voilà, nous allons valider. Le système a bien écrit. Les apprenants de cette plateforme sont géniaux. Maintenant, nous allons vérifier si effectivement le système est allé écrire la même phrase dans le fichier .txt. Donc, nous allons faire un cat sur le fichier .txt pour vérifier le contenu effectif de ce fichier-là. Voilà, nous avons la même phrase. Donc, nous comprenons comment fonctionne la commande T. Bon, maintenant, les autres commandes xarg et exe, je nous laisse le soin de pouvoir chercher et comprendre également comment est-ce qu'elle fonctionne. Le tableau suivant nous présente les commandes de manipulation de fichiers. La commande cp pour la copie, la commande find pour la recherche, la commande ls pour lister le contenu d'un répertoire, la commande touch qui a été utilisée plus haut pour la création des fichiers, la commande mv pour renommer ou déplacer un fichier. Nous allons rmd, mkd pour supprimer et créer un répertoire. Nous allons maintenant passer immédiatement à l'ouverture de notre terminal pour utiliser quelques-unes de ces commandes-là. Nous avons déjà utilisé touch auparavant, nous n'avons pas utilisé. Nous allons utiliser la commande rmd pour créer un fichier. rmd, un répertoire autant pour moi, pas un fichier, pour créer un répertoire mkd. La commande mkd autant pour moi, mkd. Nous allons créer le répertoire ou le dossier, mon dossier.
Nous validons, voilà. Nous tapons ls pour lister le contenu de notre répertoire courant, pour nous rassurer que mon dossier est bien là et il est en bleu. Maintenant, nous allons effacer, nous allons supprimer ce dossier en tapant rmd sur le nom du dossier, rmd mon dossier, nous validons, oui. Nous rappelons la commande ls et là, mon dossier n'y est plus. Donc, mkdir rmd, mkdir crée un dossier rmd, le supprime, mv déplace ou renomme un dossier. Nous allons également utiliser la commande find sur le fichier.txt que nous avons précédemment créé, fichier.txt. Et voilà, le fichier.txt est bien là. Il se retrouve dans le contenu du répertoire courant. Donc voilà un peu quelques-unes de ces commandes. Les commandes CP, je nous laisse le soin de pouvoir les manipuler, les utiliser. Nous avons ici la suite des commandes de manipulation des fichiers avec les commandes dd, tar, cpio, gzip, gonzip, bzip, fight, bunzip2, pour ne citer que ceux-là. Et rappelons-nous, nous avions déjà manipulé la commande fight précédemment. Ici, nous allons pas utiliser les autres commandes, nous allons simplement utiliser la commande find. Find sur le fichier bonjour. Voilà. Bonjour est de type ASCII contrairement au fichier.txt qui est de type UTF, que nous allons vérifier évidemment. Fichier.txt est de quel type? Voilà, UTF-8 Unicode texte. Fichier lui est de type fichier.txt est de type UTF-8 Unicode texte, pendant que bonjour est de type ASCII texte. Donc nous voyons que ces deux fichiers ne sont pas de la même nature parce que bonjour est un fichier exécutable. Rappelons-nous, au début nous avons créé un fichier exécutable qui s'appelait bonjour. Et les autres fichiers sont des fichiers texte simples. Nous avons ici la liste des commandes de manipulation sur les processus ainsi que leurs rôles respectifs comme illustré dans le tableau. Nous allons passer immédiatement à l'ouverture de notre commande, de notre terminal, mais déjà nous avons quelques commandes concernant l'envoi d'un job en avant ou en arrière-plan, la liste des processus, l'affichage en cours de l'exécution d'un processus avec la commande de top, ps3, kill all, no op et job. Nous allons ouvrir nos terminals. Une fois notre terminal ouvert ici, nous allons saisir la commande de ps3. ps3 ici nous permet d'afficher sous forme d'arborescence la liste de tous les processus en cours d'exécution. Nous validons. Voilà la liste de tous les processus en cours d'exécution qui sont affichés. Après ps3, nous allons utiliser la commande de top ici, qui va nous afficher tous les processus qui sont en cours avec un rafraîchissement de 2 secondes, toutes les 2 secondes. Donc je vais mettre là 2 secondes. Le temps là peut être modifié. Donc je vais demander au système affiche-moi tous les processus en cours de manière rafraîchie toutes les 2 secondes. Je valide. Voilà les processus qui sont en cours toutes les 2 secondes. Observons bien, nous voyons des changements toutes les 2 secondes. On voit un changement, des changements au niveau des valeurs. Donc première colonne, nous avons les PID, nous avons l'utilisateur, nous avons l'utilisateur Barbon qui est connecté. Voilà, nous avons un certain nombre d'informations, le pourcentage de la mémoire, le pourcentage de l'unité centrale utilisée, le temps mis, les commandes les commandes saisies. Donc voilà un peu à quoi renvoie la commande top. Nous allons donc arrêter là et puis nous allons taper la commande ps. Voilà, ps ici affiche les PID. Voilà, nous avons les PID, nous avons les consoles qui sont en cours d'utilisation, nous avons
les commandes qui ont été saisies et nous avons le temps mis. Donc voilà quelques commandes relatives à la manipulation des processus. Suite des commandes de manipulation des processus avec leurs rôles différents. Entrons directement au niveau terminal. Saisissons la commande free. La commande free ici nous donne des informations relatives à l'utilisation de la mémoire, des différentes mémoires. Et comme nous pouvons le voir à l'écran, nous avons la mémoire centrale, même nous avons les mémoires cache, mémoire tampon, nous avons la mémoire swap. Donc là, le système nous renseigne la valeur totale de chaque mémoire, la valeur utilisée de chaque mémoire, l'espace libre de chaque mémoire, la valeur de la mémoire partagée, la valeur du cache et la valeur de la mémoire tampon. Donc la commande free nous donne de connaître, d'avoir un aperçu sur l'utilisation des différentes mémoires dans notre système. À la suite de la commande free, nous allons taper la commande uptime. Uptime ici va nous donner les renseignements concernant la charge système. Donc voilà, nous avons un utilisateur, le temps, l'heure qu'il est, la charge. Voilà, donc voilà les informations relatives à la commande uptime. Nous avons dans le tableau suivant les numéros des signaux, leur nom et leur rôle respectif. Et notons qu'avec la commande kill que nous allons utiliser par la suite, la commande kill peut s'écrire avec deux expressions. Soit on utilise le numéro du signal suivi du numéro du processus, soit simplement on utilise le nom du signal suivi du même numéro de processus. Sans plus tarder, nous allons passer à l'ouverture de notre terminal. Une fois notre terminal ouvert, nous allons saisir la commande ps-u qui va nous donner des informations relatives au processus de l'utilisateur courant. Nous validons. Voilà, notre utilisateur courant est bel et bien backbone. Nous avons les informations relatives à l'utilisation de la mémoire, du processeur par lui et bien d'autres informations. Nous allons maintenant saisir notre commande, notre ligne de commande kill -9. -9 ici là permet de terminer brutalement un processus pendant que -15 permet de terminer le même processus mais de manière plus propre. Nous allons donc faire kill -9, numéro de notre processus 1412. Lorsque nous validons, nous allons observer ce qui va se passer. Oui, nous validons. Une fois validé, nous constatons que le système a brutalement terminé la session de l'utilisateur backbone et nous a directement renvoyé vers l'écran de login. Nous pouvons donc comprendre comment fonctionne la commande kill avec les différents numéros de processus que nous avons vus dans le tableau. Nous allons donc nous arrêter là pour ce qui concerne le sujet 103. Nous étions là au niveau de notre dernier slide, les dernières notions. Et déjà, je vous dis merci pour votre fidélité et également pour votre disponibilité. Et je ne peux que vous donner rendez-vous au sujet 104. Merci.